Alors, nous sommes dimanche 17 mai et ce matin, donc la sonde externe ici a enregistré comme minimum plus 2 degrés. Hier, c'était plus 1 et les prévisions sont que demain, ce serait 1 ou 2 degrés de plus. Donc, c'est le grand jour du déconfinement des tomates qui, avec les seins de glace et les gelées qui ont fait des dégâts ici, étaient retournés dans mon salon et qui commençaient à s'étioler un peu, à faire la tronche. Et donc, je pense, prévision que demain matin, on ne descendra pas en dessous de plus 4. Et donc, ça y est, le grand jour est arrivé. Je vais planter. Alors, c'est un jour feuille. Et mon épouse, qui est plus sensible que moi à ces questions de lune, etc., me dit « ouais, mais, etc., n'attends pas encore un peu ». Alors je dis « écoute, tu attends, je t'en laisse une partie, moi je plante, parce que je ne vois pas quelle différence d'influence il pourrait y avoir, si influence de la lune il devait y avoir, entre des plants qui s'ennuient dans mon salon, qui manquent de lumière, et des plants que je mettrai dehors en terre. Par ailleurs, une tomate a besoin de feuilles puisque ce sont ces panneaux solaires avec lesquels elle va capter la lumière pour faire des sucres qu'elle va gorger dans ses tomates. Et donc, si jamais ça devait avoir une influence sur la production de feuilles, et ben, j'en déduis que mes tomates seront plus sucrées puisqu'elles auront plus de feuilles. Voilà, donc pour moi, la messe est dite. Tout à l'heure, il y avait les cloches dans le village en face. Donc, pour moi, la messe est dite. Aujourd'hui, je plante et vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Là encore, dans le potager du paresseux, pas de chichi. Les plantes savent comment pousser. Les plantes n'ont qu'une envie, c'est de pousser. Il n'y a que l'homme qui est torturé au point d'imaginer des folies extravagantes pour faire pousser les plantes, parce qu'évidemment, s'il n'était pas là, les plantes ne pousseraient pas. Le pauvre. Alors, on y va, parce que ce n'est pas la peine de faire des discours, il faut planter. Donc voilà, un paquet. Alors, j'ai pas mal de variétés différentes. Alors, un mot rapide pour ceux qui arriveraient ici pour la première fois par un moteur de recherche et qui ne connaissent pas le potager du paresseux. Je m'interdis, c'est un des rares dogmes dans le potager du paresseux, l'utilisation de sulfate de cuivre dont j'estime que c'est un poison violent pour mon sol. Or, toute la fertilité du potager du paresseux, c'est le sol vivant que je nourris, et à partir du moment où je nourris le sol, mes légumes poussent, comme vous pouvez peut-être le voir. Je ne sais pas si le cardon ici est à l'image. Un cardon dans un sol jamais cultivé, jamais fertilisé, jamais traité, jamais sulfaté, jamais de lotion, jamais de binette, jamais rien, il pousse. Et donc, pour lutter contre le mildiou, parce que j'ai quand même un sévère problème de mildiou dans cet environnement boisé sur ce versant orienté vers l'ouest, donc qui prend le soleil tard le matin, là il est 10 heures. J'ai un sérieux problème de mildiou que je traite avec ce que j'appelle le tunnel anti-mildiou, sur lequel je reviendrai par la suite. Donc c'est là-dedans que je vais planter aujourd'hui, sous épais couvert de foin, mes plants préparés à la fois dans les châssis, il y a une vidéo qui parle de ça, et puis ensuite un peu stocké quelque temps dans la serre, et puis ces derniers jours avec les températures qui ont fait des ravages, encore dans mon salon. Donc la suite va se passer ici. Bon, alors comment planter les tomates? Eh bien, il y a plusieurs façons. Comme souvent dans la vie, il y a une façon qui consiste à se simplifier la vie
Et puis il y en a une autre qui consiste à se la compliquer incroyablement. Alors pour ceux qui veulent se compliquer la vie, je vous laisse faire des recherches sur Internet. Il existe 36 façons compliquées de planter les tomates. Pour ma part, au potager du paresseux, je pratique la méthode la plus simple possible. Donc nous sommes là dans le tunnel anti-mildiou, donc qui sera plus tard, vers mi-juillet, couvert d'une bâche pour protéger les tomates de l'eau et si possible des condensations. Il y a ici des tomates pour la 5e fois de suite au même endroit. Ce foin a été étalé sur les restes de tomates quelque part courant mars, si ma mémoire est bonne. Il a plu il y a à peu près 8 jours, 30 mm, et par conséquent, le sol, si je creuse et si j'écarte le foin, est bien humide. Voilà, il est même presque mouillé encore. Qu'est-ce que je vois là? Quelques vers de terre, donc bon signe. Les ingénieurs du sol sont là, il y en a même une pagaille. Donc, tout va bien. Sol humide, par conséquent, aucune raison de se faire des nœuds dans le cerveau quant à est-ce qu'il faut arroser avant, est-ce qu'il faut arroser après, etc., etc. On n'arrose tout simplement pas. Alors, il se défait tout seul. En général, je lui mets un coup de pied au cul. Voilà, je sors le plan. Alors, ils ont été repiqués dans ces, comme on a dû donc les protéger pendant plus longtemps que prévu dans des grands pots de façon à ce que les racines ne soient pas trop enroulées en chignons. On voit à peine ici les racines qui arrivent aux limites de cette motte de terre. Donc ça, c'est idéal. Quand il y a beaucoup de chignons, ce n'est pas bon. Donc première chose. Deuxième chose, je fais un trou dans mon sol, un trou de la taille à peu près de ce godet. Observez le sol, donc bien humide, des vers de terre qui dépassent, relativement meubles, parce que travaillé par les organismes vivants, jamais travaillé. L'endroit où je me trouve ici était encore une prairie il y a une demi-douzaine d'années et n'a jamais vu ni grelinette, ni binette, ni motoculteur, ni bêche, ni rien de tout ça. Ah, un ver blanc. Donc je ne sais pas si c'est le ver du hanneton ou celui du cétoine. On va le balancer là-bas dans la haie. Même un deuxième. Allez, Raus. Gros ver de terre. Donc voilà, j'ameublis un tout petit peu. Je fais un trou de la taille de ma motte. Ah, il y en a des vers de terre là. J'espère ne pas trop en avoir blessé, ça arrive malheureusement. Donc voilà, de la taille des mottes, j'essaye d'enterrer ce pied à peu près jusqu'ici, aux premières feuilles, vu qu'il a, chez les solanés, chez les tomates, chez les pommes de terre, l'aptitude à faire des racines qu'on appelle des racines adventives, qui poussent sur les tiges, donc qui vont renforcer l'enracinement. Donc plutôt enterrer un peu profond. On peut les coucher si vous voulez. Moi je les mets droit. Voilà. Et je remets de la terre autour. Un peu de foin. Bon ben voilà, c'est pas grave. Voilà. Je referme un peu le foin. Pas la peine d'ouvrir ni pour que des mauvaises herbes en profitent, ni pour que le vent et le soleil dessèchent la terre que je viens de mettre. J'ai oublié d'attirer votre attention sur le geste que je plombe bien, c'est-à-dire j'appuie bien sur la terre. Je veux qu'il y ait un contact très étroit entre le sol et la motte. Je vais sortir celle-là pour vous montrer cette histoire. Oh, voilà, le pot c'est carrément fissuré. Donc
c'est relativement sec, puisque ça fait 3-4 jours qu'on n'a pas arrosé. Et l'objectif, c'est de bien comprimer la terre ici sur ou contre les racines, de façon à ce que la capillarité, l'eau qui est ici dans le sol, on va prendre 1 mètre autour, pour que cette eau va très vite se imbiber cette motte qui était un peu sèche. Et voilà, mon pied de tomate est planté. Vous avez observé, pas de terreau au fond, pas d'ortie au fond, pas de machin, pas de chichi. La nature sait, dans mon système où le sol a été bien nourri par le dessus, par ce foin que j'ai apporté, la nature sait, dans les jours qui viennent, hein, ça va peut-être prendre 24-48 heures, faire le lien entre les réseaux de champignons qu'il y a dans ce sol et les racines, et donc développer ce qu'on appelle les mycorhizes, capables d'alimenter cette plante en eau, en minéraux, etc. Donc surtout, dans ma façon de voir les choses, surtout ne pas arroser, surtout ne pas fertiliser au fond du trou. Alors ça peut choquer, mais raisonnons juste 1 minute. De quoi cette plante a-t-elle besoin? Elle a besoin de coopérer avec ce réseau de champignons mycorhiziens qui peuvent l'alimenter. Cette coopération, c'est quoi? C'est moi, plante, faisant la photosynthèse au-dessus du sol, je t'apporte tes sucres pour te nourrir, puisque tu en as besoin. Mais en échange, attention, ma grande, c'est pas gratos. Toi, tu vas me ramener de l'eau et des éléments minéraux que tu sais trouver, puisque tu parcours ce sol dans tous les sens. Rappelez-vous, hein, 1 cm3 de sol jusqu'à 5-10 km de réseau de champignons. Donc on ne peut pas l'imaginer tellement ce sol est colonisé, aussi parce que j'ai arrêté de détruire tout ça. Et donc, cette coopération va très vite se faire, puisque je ne me substitue pas à ces mycorhizes. Si je mets des engrais au fond, si j'apporte de l'eau, ce plant de tomate, il se dit, finalement, pourquoi je nourrirais ces champignons mycorhiziens? Didier fait ça très bien, et Didier, je n'ai pas besoin de lui donner du sucre. Enfin, bon, le plant de tomate ne sait pas que je vais lui bouffer les tomates après, hein. Donc il va bien aussi me donner les sucres, mais plus tard. Donc là, si j'arrose, si je mets des fertilisants, des orties, des plantes riches, des tisanes riches en éléments solubles dans mon trou, je freine, je ralentis, voire je bloque la construction, la rencontre de ce pied de tomate avec ces champignons mycorhiziens. Et donc, vous êtes là dans le cœur même du potager du paresseux, c'est-à-dire exploiter les mécanismes naturels, les pousser à leur optimum pour que les plantes poussent bien, plutôt que de passer son temps à se fatiguer, à casser ce qui marche très bien et à le remplacer par quelque chose qui marche moins bien, qui vous coûte de l'argent parfois s'il s'agit de substances, de terreaux, etc. que vous achetez, et en tout cas du temps. Temps que vous n'aurez pas pour réfléchir dans votre transat. Voilà, pendant que je cause, ce pied de tomate est planté, c'est terminé. Je n'arroserai pas, je ne ferai rien et on le reverra dans quelques jours. Je vais aller un peu plus vite, hein, je vais couper la caméra, mais voilà ce que c'est chez moi, planter des tomates. Alors, je te m'étais juré que j'allais bien étiqueter et je suis en train de faire une salade d'étiquettes, mais je crois que c'est ça c'est sûr que c'est l'indigo. Voilà, donc non, c'est l'indigo. Mais même le reste, j'ai repéré la grosse de Maria, la espagnole, elle n'était pas fleurie encore. Hein. Ouais. Ok, allez, je vais couper la caméra, terminer ça. Alors voilà, si vous êtes du Midi, vous allez vous dire c'est quoi ce fada. Voilà donc un pied de tomate qui fait la tronche
parce que il a un peu séché dans le salon. On aurait dû l'arroser et donc je vais l'utiliser comme preuve, entre guillemets. J'ai rien à prouver, hein. Je vous montre ce que je fais et si vous pensez réellement que je suis un fada, vous ne faites surtout pas comme je fais. Donc ce plant, je vais le planter ici. Je vais faire comme j'ai dit, surtout ne pas l'arroser. Et puis, on est donc 10h, 10h30 du matin. Je vais le laisser en plein cagnard toute la journée, toujours sans l'arroser. Et ce soir, je replanterai la caméra au même endroit pour observer comment la situation a évolué, peut-être demain, après-demain. Vous allez voir en live comment ça se passe. Donc, je creuse mon trou. Alors, à certains endroits où j'ai piétiné parfois, parce que j'ai circulé pour mettre le foin, pour piquer les oignons là-bas, etc., je peux tomber sur une zone où la terre est relativement compacte. Ça ne m'inquiète absolument pas, parce que comme les plantes n'ont pas besoin de terreau, etc., dans un sol fertile, dans un sol nourri, comme le mien, par le dessus, les plantes n'ont pas besoin de sol meuble, contrairement à ce que disent beaucoup de guides. Donc, voilà. Coup de pied au cul, enfin coup de main. Voilà. Je l'enterre le plus profondément possible. Je remets de la terre jusqu'aux premières feuilles. Allez, on tourne de partout. J'appuie bien pour qu'il y ait un bon contact, pour que la capillarité se fasse. Voilà des liens utilisés l'an dernier. Là, je tombe sur une ficelle qui me sert à monter les tomates à la place des piquets. Et voilà. Je referme un peu autour. Et l'affaire est dans le sac. On suivra cette affaire. Surtout ne pas arroser. Le voilà en souffrance, il manque d'eau. Donc il est déjà... Là, il est déjà en train de faire le 0,6 des mycorhizes. Où est-ce que tu es? Viens par là, j'ai soif. Je suis gentil, je te donnerai plein de sucre, mais amène-moi vite de l'eau et des éléments minéraux. Voilà le dialogue chimique qui est en train de se passer dans le sol. Et ce que je vous raconte là n'est pas une fiction, c'est la réalité vraie. Allez, pour finir, une deuxième martyre, donc un pot là, un peu petit, pas arrosé depuis plusieurs jours, resté au soleil tout à l'heure. Donc, fidèle à ce que je viens d'énoncer, je vais la mettre en terre sans l'arroser. J'ai oublié, ah oui, la motte, elle est vraiment, c'est du béton sec, de chez Sec. J'ai oublié de vous dire que les tomates qui sont comme ça assoiffées sont beaucoup plus faciles à planter dans la mesure où elles sont flagada, elles ne cassent pas. Hein, donc vous faites beaucoup moins de casse si vous les arrosez, disons 1 ou 2 heures avant, dans la crainte. Oui, je reviens sur ce mot. Beaucoup de choses que nous faisons en jardinage, on les fait par peur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et par conséquent, ça induit la peur de mal faire. Le jardinier paresseux est un jardinier libéré. Qu'est-ce qu'il faut que je ne fasse pas pour que ça marche mieux? Et à ce moment-là, comme vous ne trouvez pas de bonne réponse à cette excellente question, vous en déduisez que vous êtes libre et que donc par conséquent, ça ne peut que bien se passer. Ce pied de tomate flagada que je vais mettre en terre, il va trouver son milieu naturel et il ne peut que mieux se porter. Donc, un trou, comme je vous ai déjà montré, c'est le dernier, hein, on a terminé. Je le mets bien en terre.
la terre suffisamment humide, hein, parce que quand même, je rappelle, les circonstances que je dis est toujours contextualisé, c'est-à-dire il a plu il y a 8 jours, 30 mm, donc mon sol est là largement assez humide. Et donc, cette terre humide, mais qui n'est pas une gadoue, hein, je la mets autour et je comprime bien, vous connaissez la chanson, et je laisse faire. Au passage, dernier petit coup de griffe à ceux qui jardinent à tort et à travers, la gadoue, c'est exactement ce qu'il ne faut pas aux plantes, à l'exception notable de quelques plantes, le riz, les palétuviers, qu'est-ce qu'il y a encore, les papyrus. Il y a un certain nombre de plantes qui ont développé des mécanismes extrêmement ingénieux pour amener de l'air dans leurs racines, mais pour toutes les plantes ordinaires, et en tout cas toutes les plantes normales de votre potager, sauf si vous faites du riz, toutes ces racines respirent. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elles trouvent de l'air, sans quoi elles vont dépérir, elles vont cesser de jouer leur rôle, elles deviennent de la matière organique morte, attaquées par des organismes du sol, des champignons, des bactéries dits saprophytes, c'est-à-dire ceux qui digèrent la matière organique morte, et vous faites le raisonnement à l'envers en disant ça fane, donc il faut que j'arrose plus, et vous l'assommez, vous la flinguez alors qu'elle est en train de trébucher. Donc faites toujours en sorte qu'il y ait de l'air dans le sol, et particulièrement lorsqu'une plante est, on va dire, en peine de trouver l'eau, soit parce que vous l'avez arrachée, même en l'arrachant en son pot, on abîme les poils absorbants périphériques, ou celle-là qui est en grande détresse, elle a besoin que ses racines fonctionnent à fond. Donc respire comme un sportif qui fait les Jeux Olympiques, qui fait un 100 mètres, là il faut faire un rush, vous n'allez pas lui mettre un masque, donc vous n'allez pas la mettre dans une gadoue, ce serait exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Vous la mettez dans une terre humide, les champignons dont j'ai parlé au début de cette vidéo, donc les champignons mycorhizés avec lesquels les plantes vont collaborer, sont eux aussi aérobies, c'est-à-dire ont besoin d'oxygène. Je referme un tout petit peu, on va la laisser. Je n'arrose pas. Midi approche. Il est temps de casser une petite graine, ça tombe bien. On a terminé notre travail de la matinée. Et on reviendra ce soir en caméra cachée pour voir comment tout cela, et notamment ce pied-là et l'autre qui est ici, hein, je ne les perds pas de vue, hein, se comportent. Je peux déjà vous dire que l'autre est en train de se redresser. Allez, dimanche, sortie de la messe, enfin de la messe des tomates. Hein. On a terminé, donc j'ai planté un peu plus serré que d'habitude parce que j'ai un peu plus de différentes variétés et je voulais que toutes les variétés pour lesquelles j'avais des plants en état correct soient sous le tunnel. Il me reste des plants que je vais éparpiller un peu partout en plantes témoins, donc il y aura souvent, là il y a une liguria devant moi, et il y aura souvent une deuxième liguria quelque part sans l'abri. Je reviendrai un jour sur ces fameux essais, toutes choses égales par ailleurs, pour savoir si quelque chose que vous faites est censé ou ne l'est pas. Il faut toujours avoir un témoin. Donc ces mêmes plantes qui sont ici à l'abri du tunnel se retrouvent aussi dehors, exposées aux pluies, exposées aux conditions météo, et je verrai si oui ou non il y a une différence observable. Allez, il est temps de casser une petite croûte. Bien sûr, mon état de santé ne me permet pas d'abuser des apéros, mais là, ça mériterait un petit apéro. Hein. Quand vous avez fait un énorme boulot comme ça, normalement, chez des gens civilisés qui s'appellent les Français, ceux-là même qui passent leur temps à râler,
on se mettrait autour d'une table et on se torcherait, allez, je vais te leur parler de fadin, alors on se torcherait un petit pastis si j'étais dans le Midi, petite bière en Alsace. Bon, bah, lundi matin, 9 h, vous avez le bonjour de l'homme distrait qui ne tient pas toujours ses promesses. Je vous avais promis donc de filmer hier soir les 2 pieds martyrs, appelons-les comme ça, mis en terre sans aucun ménagement et bien sûr sans arrosage. Et puis finalement, repas, journal télévisé. Et puis, quand même, certains d'entre vous me griffent régulièrement, je fais bosser ma femme, etc. Donc, j'ai donné un coup de main à la vaisselle, enfin, j'ai fait la vaisselle. Et puis, cette histoire m'est sortie de la tête. En commençant le montage, je réécoute les bandes-son, et là, je me dis, zut, mais il faisait nuit. Donc voilà, ce matin, je me rattrape. Alors, je vais quand même être honnête avec vous et vous raconter un tout petit peu à quoi ça ressemblait en fin d'après-midi, parce que hier, nous avons eu finalement, j'avais complètement sous-estimé le fait que la journée était d'une part très très ensoleillée, mais qu'il nous restait un fond de vent desséchant du nord. Et donc hier soir, un certain nombre de ces plants de tomates étaient un peu flagada. Et le pied témoin, donc, qui est celui-là et celui-là. Alors celui-là était à peu près dans la moyenne du reste, mais l'autre, il faisait encore la tronche, il était vautré sur le foin. Et donc pas mal, alors pas tous, à un niveau, on va dire, variable, il faisait un peu la tronche. Et donc là, je me suis souvenu d'une part que durant toute la journée, le climat avait été extrêmement exigeant, donc, comme je viens de vous l'indiquer, mais aussi que ces pieds-là sortaient du salon et n'étaient pas du tout endurcis. Alors je vous rassure, ce matin, tout est rentré dans l'ordre et bien entendu, je n'ai pas arrosé en cachette durant la nuit, je n'ai pas mis le réveil à minuit pour aller mettre... Dans le temps, les jardiniers faisaient ça, hein, notamment dans des jardins ouvriers, etc. Il y avait une telle compétition entre jardiniers à savoir qui a la plus grosse, que certains y allaient la nuit pour mettre un tout petit peu d'ammonitrate, un tout petit peu d'engrais pour avoir une plus grosse que son voisin. C'était ce que j'appelle le jardinage de compétition. Ce qui était important, ce n'était pas la qualité du produit qu'on obtenait, mais c'était d'avoir la première et la plus grosse. Voilà. Donc, je n'ai rien fait de tel, et je vais donc, pendant que je vous raconte tout ça, incruster quelques images prises à droite à gauche, et en particulier ce coco-là, qui du coup redresse la tête, et celui-là qui était l'autre témoin de cette affaire. Alors voilà donc le premier pied, hein, celui que j'évoque en premier lors du plantage, c'était la première rangée. Il a encore une feuille repliée là, mais il est tout à fait bien. Et donc tout est en train de s'arranger pour lui. Il est en train de tisser son réseau. Et ici donc, hein, le complètement flagada, qui, je vais quand même lui déplier une ou deux feuilles là qui sont prisonnières du foin, quelques folioles hein, qui avaient carrément desséché, qui vont sans doute pas se rattraper, mais le cœur, là où se fait la croissance, là tout est très bien, tout est frais. Et là, contrairement à hier, il n'est plus flagada. Hein, là, je pourrais le casser très facilement
en le manipulant un peu trop brutalement. Alors arrivé là, on va terminer cette vidéo en rajoutant simplement que hier on a planté tout plein de choses. Ici par exemple des melons, là-bas j'ai planté des haricots verts, donc des haricots verts primeurs préparés en plaques dans le châssis et que je mets dehors dès que les températures ne menacent plus de geler. Le haricot vert étant une plante originaire du Mexique, Costa Rica par là-bas, et relativement, ou même très frileux. Hein. C'est une des plantes qui risque le plus de noircir au gelé, c'est-à-dire de cramer. Et donc je les prépare en châssis pour avoir des haricots verts primeurs que j'ai transplantés là-bas. On a transplanté des choux, on a transplanté des potirons, on a transplanté, j'oublie peut-être une ou deux choses, tout selon la même technique. Hein. Donc là, ces melons devant moi ont été mis en terre ici, et bien évidemment, jamais arrosés. Donc ce que je vous ai raconté pour les tomates est tout à fait vrai pour l'ensemble des techniques, pardon, l'ensemble des légumes au potager du paresseux. Un bémol, vous savez que je n'aime pas faire du sensationnalisme, hein, méthode miraculeuse, etc. Je pourrais sans doute avoir plus de gens qui regardent mes vidéos en faisant de l'esbrouf, ce que j'appelle de l'esbrouf. Non. Je voudrais quand même, pour celui qui passe par là, par inadvertance, bien préciser que c'est un système. Je nourris et je couvre un sol qui nourrit et élève mes légumes. Hein, donc ce que vous voyez là, ça c'est l'assiette d'un organisme qui se trouve en dessous, qui est mon sol vivant, qui va digérer tout ce qu'on lui amène. Là par exemple, ces feuilles de bête, de côte de bête montées en graines et on a dégagé pour avoir de la place pour des melons, etc. Ce foin, et donc je donne à bouffer le système, le ventre extérieur de mes plantes, parce que finalement le sol c'est quoi? C'est un ventre extérieur de vos plantes, où vous digérez à l'intérieur, les plantes par leurs racines et les mycorhizes qui les prolongent, digèrent à l'extérieur d'elles-mêmes pour se procurer ce dont elles ont besoin. Et donc, fait partie de ce système le fait de nourrir un sol qui est capable de nourrir mes plantes, même quand je plante en plein cagnard, parce que là, certaines ont été plantées, ça a été planté, on allait manger, c'était... ou même après le repas, ou c'était 12h30, ou c'était 14h30, en plein cagnard, comme ça, hier après-midi, jamais arrosé. Et ça ne marche que si vous avez une couverture épaisse sur le sol. Hein. Donc là, il y a, voilà, il y a ça, jusqu'à mon pouce, si je touche le sol. Donc, couverture épaisse qui fait qu'en dessous, mon sol est parfaitement humide et le restera pendant au moins les 15 jours qui viennent. On parlera un jour de réserve utile, donc réserve en eau d'un sol, et je vous expliquerai comment le meilleur stock, le meilleur système pour stocker de l'eau dans un potager, ce n'est pas la peine de se faire des nœuds dans le cerveau, c'est le sol, il est fait pour. C'est un sol riche en matière organique, c'est un sol dans lequel les champignons vivent pour aller chercher de l'eau loin, etc. Mais inutile de se faire des nœuds dans le cerveau, avec des nuances extrêmes entre un sol extrêmement sableux et un sol limoneux. Nous sommes loin d'être égaux à ce niveau-là. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc ne me copiez pas bêtement. Si vous avez tout motoculturé, tout chamboulé, vous avez un sol sableux qui est sec et vous vous dites Didier a fait, donc je fais. Vous risquez d'aller à la catastrophe hein, si vous n'avez pas mis en place un système complet que j'appelle le potager du paresseux.
Et voilà donc un des deux châssis quasiment vide. La fameuse résistance chauffante va être rangée pour le printemps prochain. 2 pieds de tomates venus spontanément, sans doute des tomates cerises, ça revient facilement ici. Donc ceux-là, je vais les laisser, je vais pailler, fener, donc mettre du foin et planter fort probablement, comme d'habitude, un melon qui profitera du fait que le sol ici est un peu plus chaud qu'ailleurs. Ces salades, je crois que ce sont des sucrines, vont être plantées peut-être dans la journée ou très prochainement. Le deuxième châssis, il y a encore des semis faits en plaques, etc., un peu plus tard. Donc, notamment les céleris qui sont encore un peu petits, que je force encore dans le châssis. Donc là, ce sera rangé peut-être dans 8 jours. Quelques adventices, évidemment, dès que le sol est nu, mais parmi ces adventices, donc ces plantes venues spontanément, aussi quelques salades, puisqu'il y a toujours des graines qui traînent. Voilà donc la situation lundi matin, 9h et quelques maintenant. Voilà, je vais vous laisser monter ça, l'envoyer à YouTube et vous pourrez le voir prochainement. Ciao.